Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on traite le dernier exercice, l'exercice numéro 8 de la première série, généralité sur les systèmes non linéaires. Le système qu'on va voir dans cet exercice est un système classique, aussi bien dans la théorie des systèmes linéaires que celle de la théorie des systèmes non linéaires. C'est ce qu'on appelle le pendule inverse ou le pendule inversé. Donc le pendule inversé est constitué d'un chariot, un véhicule qui bouge sur des roues. Généralement, il est fixé sur un rail, donc il fait un mouvement de va-et-vient. Ce chariot porte un pendule, donc c'est un bras, et au bout du bras, il y a une masse. Et ce pendule-là va faire un mouvement d'oscillation autour de sa position d'équilibre verticale. Donc ce système possède deux degrés de liberté, la position du chariot et la position angulaire du pendule. Donc on l'appelle pendule inversé puisque là le pendule est monté vers le haut, contrairement au pendule simple où le pendule est monté vers le bas. Donc on considère le pendule inversé appelé aussi chariot équilibriste, représenté par la figure qu'on vient de voir. Première question, on nous demande de calculer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système en fonction des notations du schéma de la figure 5. En fait, dans ce schéma, la position du chariot est notée xi1 et la position angulaire du pendule est notée alpha. C'est des choses que vous avez vues en physique si vous avez suivi un cours sur les équations de Lagrange par exemple. C'est un système mécanique. Et on souhaite calculer en fait ces énergies cinétiques potentielles pour former le Lagrangien pour par la suite obtenir les équations du système. Bon, on va donc associer un repère au mouvement du chariot. La position sera xi1 par rapport à l'axe y, donc l'ordonnée x du chariot. Bon, on suppose que le centre de gravité du chariot est sur l'axe x, donc on n'aura pas besoin de le repérer. Il fait un mouvement rectiligne sur une ligne, celle de l'axe X. Bon, comme le pendule est accroché au chariot, il suffit de connaître la position θ. Donc ces deux coordonnées xi1 et θ sont suffisantes pour décrire exactement l'état du pendule à un instant donné. L'énergie cinétique, c'est la somme des énergies cinétiques du chariot, qui a une masse grand M qui fait un mouvement de translation, et de la masse petit m. Alors attention, petit m ne fait pas seulement un mouvement de rotation. Elle fait un mouvement de rotation dans un repère associé au chariot. Mais nous, on calcule notre énergie cinétique par rapport à ce repère fixe. Donc, il faut calculer l'énergie cinétique de la masse petit m par rapport à sa vitesse absolue dans le référentiel x, y. Si vous la calculez uniquement dans le référentiel qui est lié au chariot, vous allez négliger la partie qui est due à la translation. À ce moment-là, il faudra faire un changement de repère, des choses que vous avez sûrement vues en physique. Donc, l'énergie cinétique étant une grandeur scalaire, c'est la somme des énergies cinétiques du chariot et de la masse petit m. Donc, c'est 1 sur 2 m fois le module de la vitesse du chariot au carré, plus 1 sur 2 la petite masse m fois le module de cette petite masse au carré. Pour la vitesse Vm, c'est une translation, donc ça sera directement la dérivée de la position du chariot. Bon, on peut l'écrire, donc la vitesse Vm, c'est la dérivée de Om sur dt. Là, donc ça sera dxi sur dt. Ça sera xi 1 point, puisque ux est constant. Par rapport à la vitesse de la masse petit m. Donc on va essayer d'avoir l'expression des coordonnées, des projections de cette vitesse dans le repère x et y. Ça sera la dérivée de sa position. Donc le haut il est là, l'origine de notre repère. La dérivée de OM par rapport au t. Donc OM sera ce vecteur. Donc si je projette mon vecteur ici, j'aurai le x de O petit m, et si je projette ici, j'aurai le y de
O petit m. Donc le x de O petit m, ça sera tout ça qui est égal à xi1 plus cette partie-là. Et cette partie-là, donc ça sera le... Donc vous voyez le θ, il est là, il est aussi là. Donc cette quantité-là sera grand L fois sinus de θ. Maintenant pour le y, ça sera cette hauteur-là qui est égale à L, là c'est le côté adjacent, fois cosinus de θ. Donc OM, la composante selon l'axe X c'est xi1 L sinus θ, la composante selon l'axe Y c'est L cosinus θ. On dérive ce vecteur par rapport au temps, on aura xi1 point plus Lθ point cos θ. Donc là, en fait, on a dérivé xi par rapport au temps, ça sera xi point. Là, on dérive tout ce terme par rapport au temps. L est constant, sinus de θ de t. C'est une fonction composée. Donc on dérive par rapport au θ et puis on dérive ce qu'il y a à l'intérieur par rapport au temps. La dérivée de sinus θ par rapport à θ, ça sera cosinus θ. Et la dérivée de θ par rapport au temps, ça sera θ point. On fait la même chose par rapport à cos θ. Donc sa dérivée par rapport au temps, c'est la dérivée de cosinus par rapport à θ, ça sera moins sinus θ, et la dérivée de θ par rapport au temps, c'est θ. C'est la dérivée d'une fonction composée. Voilà l'expression du vecteur Vm. Si on veut calculer son module au carré, on prend ses composantes élevées au carré. Ça sera xi1. Alors, pardon, ici, donc il n'y a pas de carré. Donc ça sera xi1 point, donc là il n'y a pas de carré, c'est une erreur, plus Lθ point cos θ, le tout au carré, plus L au carré, θ point au carré, sinus au carré de θ. J'élève, donc là c'est une identité remarquable, je développe, et là je regroupe les termes L au carré, θ point au carré, en facteur commun, donc le terme qui est dû à ce Lθ point et le terme qui est ici. On aura cos au carré, sinus au carré, ça sera un 1, et on aura le xi1 point au carré. Donc finalement, voilà l'expression de V petit m au carré. Donc que je remplacerai ici pour obtenir l'énergie cinétique de la masse petit m. Donc en remplaçant les expressions de module de V grand M au carré et module de V petit m au carré, on obtient l'expression suivante de l'énergie cinétique. Bon, vous remarquerez, donc là c'est l'énergie cinétique de translation de la masse grand M, l'énergie cinétique de rotation de la masse petit m, et ce terme-là, il est dû à la translation et à la rotation. Donc là, vous voyez le xi1 point et le θ point. Donc voilà pour l'énergie cinétique. Pour l'énergie potentielle, bon, comme vous le savez, l'énergie potentielle est définie par rapport à un plan de référence. On choisit le plan de référence qui nous facilite les calculs. Bon, là, tout simplement, on choisit le plan qui est au niveau de l'axe X. Et l'énergie potentielle, ce sera m fois g fois la hauteur. Et la hauteur, ce sera celle-ci. On l'a déjà calculée. Donc là, c'est θ. Et là, c'est le côté adjacent. Ce sera L cosinus θ. Donc l'énergie potentielle sera mg fois L cosinus θ. Donc on vient de calculer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. On nous demande maintenant de calculer le Lagrangien en considérant que si 1 est θ comme variable. Ben, je connais T, je connais V, je vais simplement dire que le Lagrangien c'est la différence entre les deux. Par la suite, on nous demande d'écrire les équations de Lagrange. Donc question 3, d'écrire les équations du mouvement en utilisant les équations de Lagrange. On va faire un petit rappel sur les équations de Lagrange. Si un système mécanique quelconque est décrit par ses coordonnées généralisées, n coordonnées généralisées, dans ce cas on a deux coordonnées généralisées, le xi1 et le θ. Alors le Lagrangien c'est l'énergie cinétique moins l'énergie
potentielle. Vous remarquerez que l'énergie cinétique dépend de la vitesse et de la position. Par contre, l'énergie potentielle dépend seulement de la position. Les équations de Lagrange s'écrivent sous la forme suivante. La dérivée par rapport au temps, la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à la QIM vitesse généralisée, moins la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à la QIM position ou coordonnées généralisées est égale à la UM force généralisée. Dans notre cas, on a une seule force généralisée, c'est la force U qui pousse le chariot. Donc quand on écrit l'équation de la première coordonnée généralisée, on va mettre le U. Par contre, pour le mouvement du pendule, il n'y a pas de couple extérieur, donc il n'y a pas de force généralisée. Voilà notre coordonnée généralisée, la position xi1 et l'angle θ, donc ça c'est Q1, ça c'est Q2. On va calculer d'abord ces dérivées partielles par rapport au QI et au QI point, puis on va former le Lagrangien. On prend notre Lagrangien, on le dérive par rapport à xi1, on va trouver que c'est 0. Ben, vous remarquez, il n'y a pas de xi1 ici, il y a xi1 point, mais il n'y a pas de xi1. Donc, elle est indépendante de xi1, sa dérivée par rapport à xi1 est nulle. On va dériver par rapport à xi1 point, alors xi1 point apparaît ici et il apparaît là. La dérivée ici par rapport à xi1 va nous donner, le 2 va se simplifier, on aura un grand M plus petit m fois xi1 point. Et là, tous les autres termes seront constants, donc on aura ml θ point cos θ. On va dériver également par rapport à θ. Là, vous voyez que le θ apparaît ici et là. Là, c'est un θ point. Donc, je dérive ça par rapport à θ et je dérive ça par rapport à θ. Donc, on va dériver la fonction cosinus par rapport à θ. Ça sera moins sinus. Donc là, j'aurai moins ml xi point θ point sinus θ. Le moins et le moins, ça sera un plus, mgl sinus θ. On dérive par rapport à θ point maintenant. Le θ point apparaît ici et là. Là, le 2 va se simplifier. On aura ml au carré θ point. Et là, tous les autres termes seront vus comme des constants. Donc on aura ml xi 1 point cosinus θ. Puisque là, on dérive par rapport à θ point. Donc le θ sera vu comme une constante. Donc voilà nos dérivées. On va les exploiter sous cette formule. Maintenant, il nous reste à calculer la dérivée par rapport au temps, des dérivées partielles du Lagrangien par rapport aux vitesses généralisées. Donc on va calculer d'abord la coordonnée généralisée par rapport, plutôt l'équation du Lagrangien par rapport à xi 1 point. Donc, je dérive ce terme dl sur dxi1 par rapport au temps. Donc, le terme que j'ai obtenu ici, je le dérive par rapport au temps. Donc, on aura 1 plus grand m xi1 de point. Et puis, je dérive aussi ce terme par rapport au temps. Donc, la dérivée de tout ça par rapport au temps, ça c'est un produit de deux fonctions. On aura ml θ2 point cos θ, et puis ça sera ml θ point, la dérivée de cos θ par rapport au temps, ce sera moins θ point sinus θ. Donc le θ point va se rajouter à celui-ci pour donner un θ point au carré, égal à 1. Voilà notre première équation de Lagrange. Maintenant pour θ, on va dériver cette équation-là par rapport au temps. Donc on aura ml, donc là ça sera un produit de deux fonctions, donc on aura xi1 de point fois cosinus θ, et puis xi1 point fois la dérivée de cosinus θ par rapport au temps. Même chose, ça sera moins θ point sinus θ. Et là, comme ml au carré est un terme constant, on aura ml au carré θ de point.
Voilà donc les deux termes. Et on rajoute le moins des rangs L sur des rangs θ qu'on a calculé ici. Et là, on voit qu'il y a une simplification à faire. Donc le ml xi point sinus θ avec un moins et avec un plus va se simplifier et il ne restera que ces termes-là. Donc voilà ma deuxième équation de Lagrange. Finalement, voilà les équations différentielles, les équations 3 et 4 qui régissent le comportement de notre pendule. Donc ça, c'est les deux équations différentielles qui décrivent le comportement de notre pendule. Maintenant, on souhaite avoir une représentation sous forme d'état. Là, on a toujours deux variables d'état, plutôt de deux variables, xi1 et θ, chacune intervenant avec sa dérivée seconde. Donc chacune aura deux variables d'état, en tout on aura quatre variables d'état. On va choisir les deux premiers, donc là c'est la question 4. En choisissant xi, θ, xi point, θ point, en fait là xi ou xi1 c'est la même chose qu'en variable d'état, donner une représentation d'état du système. Donc xi1 c'est x1, x2 c'est θ, et puis x1 c'est la dérivée, x3 c'est la dérivée de xi1, et x4 c'est la dérivée de θ. Donc x1 point soit xi1 point qui est x3, j'ai obtenu ma première équation d'état, et x2 point ça sera θ point, et θ point c'est x4, j'ai obtenu ma deuxième équation d'état. Maintenant le calcul qui reste à faire, c'est pour obtenir les équations d'état pour les variables x3 et x4. Donc on va reprendre ces équations-là, l'équation 3 et l'équation 4. Donc la dérivée de x4 sera θ de point et la dérivée de x3 sera xi1 de point. Bon, pour le moment, on va garder xi1 de point et θ de point. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ces deux équations, celle-ci et celle-là, sous forme matricielle. On va sortir le vecteur xi1 de point, θ de point. Donc par exemple pour la première, pour ma première équation, l'équation qui est là, donc j'aurai 1 plus, bon 1 plus, donc ça c'est le facteur de xi1, et ml cos θ c'est le facteur de θ de point. Donc là, je vais mettre le facteur de xi1 de point, là le facteur de θ de point, et là, les termes qui restent, que je vais ramener à droite. Même chose, là, c'est le facteur de θ de point pour la deuxième équation, qui est ici. Là, c'est le facteur de xi1 de point, et ce terme-là, je vais le ramener à droite plutôt. Donc, j'ai appelé cette matrice-là A, cette matrice-là B. Ce ne sont pas des matrices constantes, bien sûr, c'est des matrices qui dépendent du θ, et θ dépend du temps. Mais là, ça n'a pas d'importance, on va les inverser, plutôt inverser la matrice A comme elle est. Donc maintenant, si je souhaite obtenir xi1 de point, θ de point, en fonction des autres variables, donc des θ, θ point, xi1, xi1 point, il me suffit d'inverser cette matrice A. Donc là, j'aurais obtenu la représentation d'état. Juste un petit rappel. Donc je vais écrire ça sous cette forme A fois le vecteur que je cherche égale à B. Donc, le vecteur que je cherche égale à A moins 1 fois B. Alors pour inverser la matrice A qui est une matrice 2 fois 2, pour rappel, donc l'inverse d'une matrice, c'est la matrice des cofacteurs transposés divisé par le déterminant. On calcule d'abord le déterminant de A. Donc on aura 1 grand M plus 1 fois ml au carré moins ml cos θ fois ml cos θ. Donc vous remarquez que ces deux termes sont identiques. Donc là je pourrais sortir le ml au carré comme facteur commun et avoir ici grand M plus 1 sinus au carré de θ. Voilà mon déterminant. Maintenant je vais calculer la matrice des cofacteurs. Donc la matrice des cofacteurs, au fait, je remplace chaque élément de la matrice par
son cofacteur. Le cofacteur, c'est quoi? Donc j'élimine, pour l'élément IJ, je vais éliminer la IM ligne et la JM colonne. Et je vais calculer le déterminant de la matrice qui reste. Dans notre cas, comme on a une matrice 2 fois 2, ça sera un élément. Et puis, je vais lui affecter un facteur qui est égal à moins 1 puissance I plus J. Donc là, par exemple, I c'est 1, J c'est 1, moins 1 puissance 1 plus 1, moins 1 puissance 2, ça sera 1 plus. Là, ça sera moins 1 puissance, donc 1 plus 2 puissance 3, ça sera un moins. Donc là, même chose, donc de 1, ça sera un moins. Là, de 2, ça sera un plus. Donc là, je vais rajouter un moins, et là, je vais garder les termes comme ça. En éliminant ces deux lignes, je vais ramener cet élément-là ici. En éliminant cette ligne et cette colonne, je vais ramener ainsi de suite. Mais bon, comme on va faire la transposer, l'élément qui était là va revenir ici, celui qui est là va revenir ici. Par contre, les éléments qui sont sur la diagonale, bon, c'est inversé. Donc finalement, cet élément va venir ici, m1 au carré va venir là, grand M plus M va venir ici, et on rajoutera des moins en termes qui sont sur l'anti-diagonale. Donc voilà notre matrice des cofacteurs transposés divisée par le déterminant qui est là. Donc je remplace ma matrice A-1 ici et je la multiplie par le vecteur B. Bon, le vecteur B, il est là. C'est un petit calcul, donc cette première ligne fois le vecteur B va nous donner xi1 de points, bien sûr après avoir divisé par. Là on pourra simplifier le ml au carré. Voilà, donc le ml au carré il est là, ml au carré, donc il nous restera les termes qui sont ici. Donc là je ne l'ai pas barré, mais vous le simplifiez. Donc là on aura ml fois l au carré, le m va rester, et on aura l'expression suivante pour xi1 de points. Pour θ de points, même chose, je multiplie cette matrice, la deuxième ligne qui est là, par le vecteur B, je divise par le déterminant. Là, je vais simplement simplifier un ml, pas ml au carré. Donc je vais garder le L au dénominateur, et on aura l'expression suivante pour θ de points. Maintenant, on va remplacer. Donc on remplace xi1 par x1, θ par x2, xi1 point par x3. Donc là, en fait, on n'a que des θ ou des θ points. Donc on aura l'expression suivante. Donc si 1 point, xi2 point, on les connaît déjà. Et voilà les expressions de x3 point, x4 point. Yani x1 de point et x2 pardon. xi1 de point et θ de point. Alors là, il y a un point, c'est pas θ x4, c'est θ point x4. Et on aura obtenu finalement. Donc c'est un exercice qui n'est pas complexe, il y a juste un peu de calcul matriciel. Voilà, merci et à bientôt dans les vidéos de la deuxième série qui va porter sur la méthode du plan de face.